Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 1er février avec Florian Philippot, le président du parti politique Les Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors Florian Philippot, vous avez quelquefois des activités quand même un peu bizarres, si on peut dire. En tout cas, allez, presque tenant de la délinquance juvénile, je vais dire. Alors vous découpez au ciseau le drapeau européen devant le siège de BlackRock et vous dites, le drapeau européen n'est pas le nôtre, il est celui de la certitude. Servitude. Servitude, ah oui, vous voyez, ça a été, je me disais pourquoi servitude. Non, servitude, oui. Alors, servitude volontaire peut-être chez certains. Alors, pourquoi découper ce drapeau européen et pourquoi devant BlackRock ? C'était hier, dans le contexte de la lutte contre la réforme des retraites, je replace en contexte. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai la conviction que si on veut emmener le peuple français dans une lutte réelle pour se libérer, parce que ça va mal sur les retraites, ça va mal sur beaucoup de choses, on en reparlera, il faut qu'il sache exactement ce qui l'opprime. Et les causes de ce malaise profond, de ces difficultés, et pas simplement constater les symptômes, qui sont douloureux. Et la réforme des retraites, si vous voulez, il faut dire deux choses. Macron ne la sort pas de son chapeau simplement parce qu'il est méchant, malveillant, etc. Il a sûrement ces défauts-là, mais par ailleurs, il le fait parce qu'il est sous pression d'une institution qui s'appelle l'Union européenne, qui a explicitement exigé que cette réforme soit faite dans ces termes. Une exigence de l'Union européenne. Évidemment, ouais. Et je le dis depuis le plan Covid qui date de juillet 2020, donc je ne l'ai pas inventé il y a 3 semaines, et j'avais dit, ils vont faire une réforme de retraite, ils vont faire une réforme de retraite dans ce sens-là. Il y aura également une réforme de l'assurance chômage, ça y est, elle est faite, et d'ailleurs elle s'applique depuis aujourd'hui, parce que c'était une autre exigence au même moment. Et l'Union européenne, par ailleurs, n'a fait que mettre sur le papier ce qu'elle demande depuis des années et des années dans ses recommandations annuelles aux États membres, c'est-à-dire cette réforme des retraites. Ce que je dis là, le gouvernement belge l'a avoué. Le gouvernement belge dit, nous, on est en train de faire la même réforme en ce moment en Belgique parce que l'Union européenne nous l'exige en contrepartie de ce plan Covid. Même chose pour le gouvernement espagnol. Il n'y a qu'en France où on fait croire qu'on a encore une autonomie, ce qui n'est pas vrai. Deuxièmement, pourquoi BlackRock ? Parce qu'effectivement, on était devant le siège parisien de BlackRock. C'est un fonds... Alors, rappelez BlackRock. C'est un fonds d'investissement américain. C'est le plus grand du monde. Ça gère plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est gigantesque. Ça doit être 6 ou 7 000 milliards de dollars. Alors, il possède des parts dans toutes les grandes entreprises mondiales, y compris 5 ou 6%. Les GAFAM, les laboratoires pharmaceutiques. Il possède 6% du CAC 40, etc. etc. Et toutes les grandes entreprises qu'on connaît bien. Et par ailleurs, BlackRock est très en collusion et en lien à des contrats, même avec la Commission européenne, sur un certain nombre de sujets. Même la Commission a été pointée du doigt parce que BlackRock s'occupait de telle ou telle activité, alors qu'elle était partie prenante puisqu'elle possède une partie des banques, par ailleurs. Bref. Et BlackRock a un intérêt financier à ces réformes-là. Parce qu'il va vous vendre, à partir du moment où vous aurez une réforme des retraites qui fera que ce sera impossible d'atteindre les 43 ans d'annuité, de cotisation obligatoire, voire 44. Que les retraites ne pourront pas être assurées. Bien sûr, personne quasiment pourra, on le sait bien, puisqu'on est foutu à la porte à 52 ans en France, des entreprises, parce qu'on commence, la plupart maintenant, on commence plus à travailler à 18 ans, il y a les études qui se sont rallongées, etc. Donc ça va être très 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 compliqué, et ça, ils le savent très très bien, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc vous aurez des retraites de misère, donc vous prendrez à côté, on vous proposera, pour ceux qui peuvent en tout cas, des retraites privées. Et là interviennent des gros acteurs financiers, qui la plupart du temps d'ailleurs ne sont même pas français, américains, comme BlackRock. Et donc nous avons fait le choix d'aller aux causes, vous voyez, donc BlackRock, le drapeau européen, qui pour moi n'est pas un drapeau, c'est un torchon, c'est le symbole de la servitude, c'est le torchon de l'oligarchie. Notre drapeau, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est le drapeau national. Et je voudrais quand même le rappeler, parce que ce truc-là qu'on nous colle partout, à l'Assemblée nationale, sur l'Élysée, à l'entrée des écoles, etc., des ambassades partout en France, a été rejeté par les Français le 29 mai 2005. Le drapeau était explicitement dans le traité. Référendum sur la Constitution. Je dis ça très précisément parce que c'était la première fois qu'il apparaissait dans un traité européen. Il a été rejeté et il n'a même pas été remis dans le traité de Lisbonne. C'est une des rares petites différences entre le traité de Lisbonne de 2008, la trahison, et la Constitution européenne de 2005. Donc ce drapeau est quasiment illégal. Et il est en tout cas illégitime. Et donc nous l'avons symboliquement découpé pour dire, faisons, si vous voulez, charcutons l'Union européenne et tous ces relais d'influence, ces collusions avec les institutions financières majeures, comme elles charcutent nos droits, comme elles charcutent nos retraites, comme elles charcutent les indépendants en ce moment en France avec le marché européen de l'électricité.
voyez, comme elle charcute notre démocratie et nos libertés et notre souveraineté. Voilà le symbole. Pourquoi ? Pour pousser au débat. Voilà, pour pousser au débat. Alors justement, écoutez, débattons là-dessus. Est-ce que vraiment vous pensez que aujourd'hui, alors très en dehors, le parti pris, vous l'avez dit, vous l'avez affiché, vous êtes un certain nombre, on va en reparler d'ailleurs de tout cela, effectivement des égos et tout ça, et du manque de rassemblement, mais vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on quitte, l'Union européenne, enfin on quitte l'Europe, on fait le Frexit, fameux Frexit. Sincèrement, ça ne change rien. Que vous dites par rapport à genre, mais écoutez, on va refaire le franc, mais le franc, il va s'effondrer par rapport à l'euro, etc., etc. Tous les arguments de ceux qui disent, y compris d'ailleurs à droite comme à gauche, ils disent oui, écoutez, c'est très bien, peut-être dans l'idéal, mais pratiquement, soyons dans le concret. Qu'est-ce qui pourrait exister demain Florian Philippot et d'autres, vous avez le pouvoir, vous êtes rassemblés, etc. Vous dites, allez, on arrête. Très sincèrement, on peut arrêter, je ne dis pas, vous n'allez pas le faire en 3 jours, mais est-ce que ça n'entraîne pas quand même, eu égard à la dette de la France, 3 000 milliards, eu égard à ce qui se passe un peu dans le monde, et on va reparler de tout ça, de l'Ukraine et compagnie, est-ce que ça n'entraîne pas, en fait, une chute encore plus grande dans le précipice ? Le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, n'est pas une baguette magique. Je dis en préalable. Je ne promets pas le paradis derrière. Oui, je dis simplement, et c'est déjà essentiel, nous aurons le choix. Nos débats démocratiques, politiques auront de nouveau un sens. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut reparler de beaucoup de choses, mais les gens ont l'impression qu'on tourne en rond depuis des décennies, qu'on n'avance pas sur plein de sujets. La clé, elle est là. C'est qu'en fait, on ne peut pas avancer parce qu'on ne maîtrise plus, on n'a plus les manettes, on n'a plus les leviers. On l'a vu dans les vaccins, on l'a vu dans beaucoup de choses. On le voit sur les vaccins, on le voit même, je veux dire, en ce moment sur la diplomatie. De toute façon, quoi que dise Macron, etc., Ursula arrivera derrière, dira on envoie des armes à Kiev, on les finance, on envoie 18 milliards d'euros en 2023 à Kiev, etc., etc., ce qui, au passage, nous implique, nous oblige. Et donc, tant que vous n'êtes pas souverain, vous parlez dans le vide et nos débats démocratiques n'ont plus de sens. Nous ne le sommes absolument plus. Absolument plus. Sur aucun plan, ou presque. Sur aucun plan. Ouais. Je ne sais pas sur quel plan on est encore véritablement souverain. Certains domaines, on l'a un peu plus que d'autres, mais enfin, globalement, nous sommes une colonie. Il faut dire les choses telles que ça s'appelle en droit international. Nous sommes un pays qui est une colonie. C'est pas un pays qui a la souveraineté. C'est pas un pays qui a la clé de son destin. 2, nous pourrons donc prendre des choix, peut-être des mauvais choix d'ailleurs. Ça dépendra de nous. Mais nos combats auront de nouveau un sens. Oui, on pourra décider des retraites vraiment collectivement ce qu'on veut faire. On pourra décider de ce qu'on veut faire diplomatiquement. On pourra décider de ce qu'on veut faire de nos frontières, de l'immigration. Aujourd'hui, vous décidez de rien, de l'immigration. Vous pourrez décider de votre politique industrielle, votre politique énergétique, ce sujet ô combien important, on le voit bien en ce moment, etc., etc. C'est quand même pas rien. Alors sur les craintes là, moi je veux dire, tous les docteurs dingos qui viennent à la télé et qui vous disent depuis des années, si vous faites ça, vous quittez l'euro, si vous quittez l'Union européenne, ça va être la pluie de sauterelles, ça va être l'ère glaciaire, ça va être la dette qui va exploser, les retraites qui vont disparaître, les épargnes, votre épargne qui va disparaître. La peste noire. La peste noire. Ces gens-là vous disent la même chose sur tous les sujets depuis des années et des années. Si on ne fait pas les confinements, on aura 3 millions de morts. Si nous ne mettons pas le masque obligatoire, nous aurons cela. Si je rappelle que ces mêmes docteurs dingos ont officié par exemple en Suède. En Suède, il y a eu un référendum sur l'euro en 2003. On leur a promis le pire. On leur a dit si vous n'adoptez pas l'euro, la Suède va s'effondrer. Et il y aura des délocalisations. Et ça n'a pas été le cas. Ils ont résisté. Ils ont voté pour leur couronne suédoise. Aujourd'hui, plus personne en Suède ne veut intégrer l'euro. S'ils avaient menti, c'était de la propagande. On en parle tout de suite après cette petite pause. On continue avec Florian Philippot. Crise, son livre Crise. Au pluriel, bien sûr, avec un S, parce que effectivement, il y en a. Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Florian Philippot, le président des Patriotes. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec quelqu'un qui est aussi dans tous ses états,
Florian Philippot, le patron, le fondateur du mouvement Les Patriotes, qui vient d'écrire Crise au pluriel, je répète, où il fait effectivement l'inventaire, l'état des lieux dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, Florian Philippot, on a parlé de l'Europe, revenons en France, justement, en France et à temps de la France. Vous avez pensé quoi? Alors, quand on assiste, par exemple, à une manifestation hier, bon, il y avait beaucoup de monde, on a vu un peu partout, etc. Est-ce que vous avez l'impression, parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, je rappelle que les Gilets jaunes avaient manifesté pour une essence qui était beaucoup moins chère que... 1,50 €. Ouais. Voilà, 1,50 €. Et il y avait eu le mouvement qu'on a eu, on ne va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, on a l'impression que oui, il y a des manifestations, oui, on proteste, etc. Et puis ça continue comme avant, et puis que voilà, il y a la réforme, 64 ans, et puis demain, il y aura peut-être une autre réforme. On a l'impression de rouler sur place, quoi. Vous en pensez, est-ce que c'est votre impression ou c'est pas ça? C'est la force d'inertie oligarchique. C'est pas autre chose. Vous savez, j'ai sorti un livre qui s'appelle Frexit en 2018 et je fais tout un chapitre sur les mouvements sociaux en disant, dans un système où vous ne contrôlez plus les choses, les mouvements sociaux perdent énormément en efficacité puisque vous avez un gouvernement qui de toute façon doit faire la réforme et qui a pris son souverain au-dessus au lieu de le prendre dans le peuple. Pour caricaturer, oui. Vous savez, à la Révolution française, le peuple français a pris la couronne sur la tête du roi et l'a mise sur sa tête. C'est lui qui est devenu le souverain. Macron et les autres avant ont pris la couronne qu'il y avait sur la tête du peuple français et l'a mise sur la tête d'Ursula, qui est devenue la reine. La reine, la Kaiserine, l'impératrice. Oui, mais s'il y avait encore un peuple, ils peuvent... Pardon, ils peuvent empêcher Ursula. Alors, ils peuvent empêcher... Oui. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je ne dissuade en rien les mouvements. Il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une situation aujourd'hui où normalement ça devrait être assez simple. Puisque contrairement aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites, par exemple en 2010, où à l'époque, eh bien, c'était Sarkozy. Il avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc c'était très compliqué. Là, c'est l'opposition qui a la majorité absolue. Donc à la limite, ça devrait être très simple. On ne devrait même pas avoir besoin de mettre 1,5 million de personnes dans la rue. Oui. Il suffirait simplement que 300 bonhommes, hommes et femmes, à l'Assemblée nationale soient capables d'être intelligents ensemble, de se souvenir pourquoi les gens les ont élus en juin dernier, non pas pour cirer les pompes à Macron, je rappelle, sinon ils auraient voté macroniste. Ils ont voté pour l'opposition. Donc c'est pas pour cirer les pompes à Macron, a priori. Donc il suffirait que ces 300 bonhommes, même un peu moins, 289 ou 290, à l'Assemblée nationale se mettent d'accord, votent contre la réforme, ou alors si on les y oblige par un 49.3, déposent une motion de censure, renverse le gouvernement et la réforme grâce au vote de la motion de censure, et c'est fini. Mais ils ne le font pas, Florian. Mais ils ne le font pas. Et alors c'est pour cela que le mouvement a quand même un intérêt. Ouais. C'est que par toute action, on peut... Vous savez, un député, il rentre quand même, a priori, le samedi, le dimanche, le vendredi, dans sa circonscription. S'il voit des gens de plus en plus nombreux en colère qui lui disent « Vous ne pouvez pas voter cette réforme-là », il peut changer d'avis. Et il y a déjà des députés qui ont changé d'avis. Il y a un décompte. Le député LR, il y en a 16 aujourd'hui qui voteront contre. Même des députés Renaissance, une douzaine, qui ont changé d'avis, mais c'est parce qu'il y a une pression populaire. Donc il ne faut pas la négliger. Mais c'est vrai que normalement, le travail devrait être beaucoup plus simple. Si ces oppositions, avec je ne sais combien de guillemets, vu le faible rôle d'opposition qu'elles jouent depuis qu'elles ont été élues, si elles jouaient leur rôle d'opposants, si elles faisaient leur boulot, c'est quand même incroyable, c'est quand même pas compliqué. Ils se sont pris 10 49.3 dans la figure. Borne leur explique avant même le débat parlementaire, de toute façon, le débat est clos sur les 64 ans, mais elle les humilie en permanence. Donc ces députés acceptent d'être des paillassons. Ben oui. S'ils savaient un peu d'honneur, un peu d'intérêt pour le bien commun et la France, et non pas leur petite carrière, leur petit jeu politicien dont tout le monde se fiche. Alors immédiatement, ils se précipiteraient pour voter les motions de censure, d'où qu'elles viennent. Alors écoutez, vous dites que justement ils écoutent leur peuple, mais est-ce que le peuple, il faut le dire, alors évidemment personne, est-ce qu'il n'y a pas une majorité de Français, pour des raisons légitimes ou pas, qui sont résignés, qui disent de toute façon on peut rien faire, et donc les députés ayant l'écho de cette supposée résignation, en tout cas, se disent oui, mais après tout, continuons comme ça, on verra. Je pousse le tableau, mais pas tellement. Alors, on a quand même le plus gros mouvement depuis 30 ans. Il n'y a jamais eu autant de monde, si vous voulez. Lors du pass, il y avait énormément de passes sanitaires, beaucoup de monde aussi dans les rues, y compris dans des villes moyennes. Alors, on avait des milliers de personnes dans des petites villes. Donc, on peut pas dire que le peuple français, les Gilets jaunes, c'est pas si vieux que ça. Et on peut pas dire que le peuple français, je crois, soit totalement résigné. Je pense que ça reste fondamentalement un peuple très politique. Simplement, moi, je vais vous dire, je pense que la responsabilité incombe essentiellement aujourd'hui aux oppositions.
Je pense que si elles étaient capables de remporter une victoire, ça déclencherait tout. Une seule. Un texte qui devait passer, qui est rejeté. Passe pas. Voilà. Une motion de censure qui est votée. Ce qui ne serait pas encore la fin de Macron. Il renommerait un Premier ministre, un gouvernement. Enfin, ça serait quand même du plomb dans l'aile pour le macronisme. Magnifique. Une victoire, c'est faisable. Que l'opposition fasse son boulot, y compris aussi sur le fond. Arrête d'être assoupi. Disent les choses. Disent les choses. Sur le Covid, si on avait été 30, 40 à être comme nous, il n'y a pas que moi, hein, mais on a été quelques-uns. Martine Vonner, on n'est pas nombreux. Mais si on avait eu 40, 50 à tenir le même discours dont on voit bien aujourd'hui par les faits que nous avions raison. Nous avions raison. Mais on n'aurait jamais eu la folie du pass sanitaire, du pass vaccinal, des travailleurs suspendus, etc. S'ils faisaient le même boulot... S'il y avait une opposition qui se faisait entendre. Si BlackRock, on n'était pas les seuls à être devant le siège à en parler, mais qu'il y avait des députés qui avaient un peu le courage d'en parler devant le Premier ministre, devant les ministres, en séance, en question au gouvernement, de mettre les pieds dans le plat. S'ils avaient le courage de lancer des commissions d'enquête sur les liens avec McKinsey, Pfizer, etc., que BlackRock, justement, et d'autres fonds de pension, des vraies commissions d'enquête à l'américaine, où on va aller perquisitionner, on va aller auditionner, on va convoquer Ursula, on va convoquer Bourla, le PDG de Pfizer, on va convoquer tous ces... Vous avez vu qu'il ne vient même pas au Parlement européen. Oui, ni mais... Ursula d'ailleurs. Et vous convoquez de manière obligatoire, parce qu'une commission d'enquête, on a la prérogative, le responsable français. Ouais. Déjà, ça serait déjà pas mal. Et vous le faites parler, vous le mettez sur le grill. Mais enfin, faites votre boulot, enfin. Si vous faites pas votre boulot, regardez ce qui se passe au Sénat ou à la Chambre des représentants, surtout aujourd'hui la Chambre des représentants américains, dominée par les républicains, l'opposition à Biden. Ils font le boulot, je peux vous dire. Les commissions d'enquête, c'est rien à voir. On va en parler tout de suite. Moi, j'appelle à ça. J'appelle simplement à ça pour l'instant. Après, on fera les grands changements qu'il faut, comme le Frexit. On va continuer à en parler tout de suite après cette petite pause. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les crises, Florian Philippot, son plus récent livre, Le patron des patriotes. Mais alors justement, Florian Philippot, vous disiez, voilà, s'il y avait 40 députés qui auraient osé s'opposer, qui se manifestaient, et s'il y avait une opposition, puisque la majorité n'est plus absolue pour Emmanuel Macron, eh bien au moins une motion de censure. Mais ce qui est très frappant, et c'est une question que je voulais vous poser aussi, mais c'est vrai que si on lit l'archipel français, on lit tous les politologues, les sondologues, les sociologues, etc., il y a en tout cas, sinon pas une majorité, en tout cas une vaste proportion de Français qui sont d'accord avec un certain nombre d'entre vous, je dis encore une fois, d'Asselineau à Philippot, en passant par Marine ou qui que ce soit. Mais le problème, c'est que, et ce n'est pas seulement c'est pas une question de droite ou de gauche, cette opposition, appelons-la populiste, appelons-la souverainiste, appelons-la patriote, appelons-la qu'on veut, est totalement divisée. Et elle est, alors, il y a évidemment des gens qui bougent, mais qu'est-ce qui fait que, alors qu'ils savent tous, ce ne sont pas des enfants de cœur, qu'il y a quand même une bonne, je n'ai peut-être pas une majorité, mais une très grande proportion de Français qui sont d'accord sur le fond avec un certain nombre de vos thèmes, mais chacun, voilà, c'est le tout à l'ego, c'est quoi? Non, c'est mon territoire, je reste autour de mon territoire, c'est quoi le problème? Alors, écoutez, là, vous parlez à celui qui les invite tous depuis 2 ans en manifestation, en événement. Tous. On a fait le compte, j'ai invité 300 personnalités, dont tous les politiques que vous venez de citer, tous, et d'autres, plus des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise, des artistes, etc., que vous pouvez imaginer, de tout milieu. Et je leur demande pas la carte des patriotes. Dans ceux qui ont pris la parole chez nous, il y a peut-être 5% qui sont adhérents. Le reste, c'est ouvert. Dieu merci, c'est la logique du rassemblement. Nous avons fait l'alliance aux législatives avec Debout la France, Génération Frexit, ouverte, d'ailleurs rejointe par Génération Frexit, puis ensuite tous ceux qui voulaient la rejoindre, la rejoignaient, nous l'avons dit publiquement et nous l'avons prouvé. Donc moi je pense que ce reproche, honnêtement, je veux bien prendre tous les reproches, celui-ci je pense qu'on peut difficilement me le faire. Donc le rassemblement, j'y suis extraordinairement favorable, mais en le démontrant. Mais au-delà de ça, je pense que c'est pas une condition suffisante. Je pense que c'est une condition nécessaire, mais il faut par ailleurs qu'on soit au clair, je reviens un peu sur ce que je disais, mais pour préciser, sur le fond. S'il s'agit de se réunir, de mettre quelqu'un et de faire une Mélonite, Giorgia Meloni élue en Italie. Suivez ce qui se passe en Italie. Il se passe quoi? Ça tient en 4 lettres. R-I-E-N. Il se passe rien en Italie.
Pourtant, elle a commencé à resserrer sur l'immigration, tout ça. Vous avez les premiers chiffres qui tombent. Il n'y a pas une baisse d'un iota, même d'immigration. Je ne parle même pas du reste. Alors l'économie, l'Ukraine, tout ça, c'est la continuité, l'Union européenne, tout ça, des autres. Mais il ne se passe rien, y compris que dans son propre électorat, ça commence à remuer. Parce que quand vous allez trop loin dans la dissolution de vos idées, dans l'affadissement, dans l'assoupissement, pour des petites raisons, je sais pas, garder une place au chaud sur BFM TV, ou bien être bien vu par Macron comme son opposition de confort, voilà, être dans le velours d'un beau parlement qui vous accueillera gentiment parce que vous dites des choses pas trop méchantes, c'est problématique. Et je pense d'ailleurs qu'en France, contrairement même à ce qui se passe avec Mélanie, je pense qu'on n'arriverait même pas à arriver au pouvoir dans ces conditions-là. Nous sommes dans une époque d'enjeux, de débats qui sont forts. Nous avons face à nous une oligarchie qui, elle, ne prend plus de gants. Ils nous ont enfermés chez nous, ils suspendent des infirmières, des pompiers qui n'ont pas le droit de bosser, et ils les traitent encore Véran hier soir, montrer son inhumanité, ils les traitent avec une brutalité effrayante, ils font cette réforme des retraites coûte que coûte, ils ont saccagé des boulangers, des charcutiers, etc., des indépendants. L'impunité. Et donc ils sont devenus très brutaux, ils prennent plus de gants. Alors nous, en face, on fait quoi ? On continue nos petits jeux. Ah bah non, j'ose pas dire ça parce que c'est pas bien vu par les sondages ou les médias. On s'en fiche des sondages et des médias. On dit ce qu'on pense et on fait Florian ensemble. Philippot, sur ce rassemblement, et vous dites oui, il faut pas céder. Est-ce que par exemple vous faites une condition absolue, disons nécessaire, mais peut-être pas suffisante, mais nécessaire et absolue sur le Frexit? Non. Ou pas? Non. Vous dites c'est ouvert. Nous avons fait alliance avec Debout la France qui n'est pas favorable au Frexit. Mais j'ai considéré, et Nicolas Dupont-Aignan aussi j'imagine, que faire l'alliance était préférable à ne pas faire l'alliance. Mais nous assumons nos différences. Il ne va pas devenir pour le Frexit et je ne vais pas devenir anti-Frexit. On assume, c'est pas grave. Tant qu'on tire dans la même direction, on tire dans la même direction. Après, on peut avoir à la fin, on aura un plan de prise du château un peu différent, passera par des portes différentes. C'est pas bien grave. On se retrouvera au même endroit à la fin. C'est tout. C'est vrai, mais le problème, c'est pas seulement la prise du château, mais ce qu'on en fera après, non seulement du château, mais du territoire. C'est un autre problème. On est bien d'accord. Mais on a un projet, honnêtement. Oui. Non, ceux qui veulent le consulter vont sur le site des Patriotes. Absolument. Ça, on le sait et on le dira. Juste un mot sur Emmanuel Macron, qui n'est pas encore tout à fait décidé, mais il dit peut-être que, par exemple, on pourrait vendre, donner, pas vendre, des avions de chasse à l'Ukraine, à condition que la Russie n'en tire pas conséquence. Enfin, il a presque dit ça. Vous, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les bruits de bottes, voilà, il faut aller plus loin, etc., qu'on entend dans les médias, qu'on entend un peu partout, vous en pensez quoi? Je pense la même chose que ce que je pense depuis le début. Je l'avais écrit dans un petit manifeste pour la paix et la liberté sorti début mars, donc juste après le conflit, c'est tout petit, je l'ai écrit en une soirée. J'avais dit, ils mettront de l'huile sur le feu, côté OTAN, jusqu'au bout. Parce que certains veulent cette guerre mondiale. Mais là, je pèse mes mots. Il y a dans l'entourage, notamment dans un entourage américain, autour de Biden, il y a des faucons qui veulent la Troisième Guerre mondiale. Emmanuel Todd l'exprime d'ailleurs extrêmement bien dans son nouveau livre, La Troisième Guerre mondiale a commencé. Il faut prendre les choses très au sérieux. Donc quand Macron, qui n'est qu'un petit domestique de ce système-là, et ça me fait mal de parler comme ça du président de la République française, parce que j'ai une très haute conception de mon pays. C'est un peu fort de café ce que vous dites, mais oui. On peut voir. Écoutez, sur la caricature hier devant BlackRock, nous l'avons même représenté en caniche d'Ursula, qui le tenait en laisse. Il faut dire les choses, un peu hargneux d'ailleurs, qui mordait les travailleurs français. C'est la triste, ça me fait pas plaisir, c'est la triste réalité, il faut dire les choses. Donc nous avons un domestique qui veut être tellement bien vu de son patron qu'il en rajoute. Même les Américains et les Allemands ont dit, nous on ne livrera pas d'avions de combat. Et Macron lui dit, pourquoi pas? Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça dégénère. Il veut qu'un avion aille ensuite bombarder la frontière en Russie et qu'ensuite la Russie, vous croyez qu'elle va pas rester les bras croisés, va envoyer je ne sais quoi, une attaque contre un pays de l'OTAN et c'est terminé. Et là on entre dans l'engrenage de la guerre. Depuis le début, nous pouvons viser la paix. Mais la paix ne se fera pas avec ces fous furieux de l'OTAN, ni avec celui qui est devenu complètement qui est à moitié dingo et qu'on devrait arrêter de suivre comme ça, c'est-à-dire M. Zelensky. Qui est quand même, excusez-moi, dingue, complètement dingue. Arrêtons de suivre ce type. Et dans l'intérêt du peuple ukrainien, arrêtons de suivre ce type. Il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et ben moi, je veux dire, je me battrai certainement pas pour M. Zelensky, ni pour Ursula von der Leyen, ni pour Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, ni pour M. Biden. Jamais je me battrai pour ces gens-là. Vous voyez, jamais. Par contre, qu'on se batte maintenant pour la paix, oui.
Alors, il faut être sérieux, on arrête de livrer des armes, on arrête d'envoyer des milliards que nous n'avons pas à ce pays qui est ultra corrompu, on revient sérieusement à la table des négociations, on arrête de dire qu'ils vont rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, qui est une provocation monstrueuse, et on le sait, on le fait pour ça, contre la Russie, et on discute du statut du Donbass, parce que c'est ça l'essentiel du problème. Une fois qu'on a réglé le problème de l'appartenance à l'OTAN et du Donbass, on a réglé le problème, point barre, et on peut aller vers la paix. Ce qu'on aurait déjà pu faire il y a déjà quelques mois. Ce que nous devions faire en étant notamment garant des accords de Minsk. Bien sûr. Et nous avons été faussement garants des accords de Minsk et nous l'avons avoué récemment. Et là, vous avez eu une arme quand même dans votre carquois, parce que si l'Europe était vraiment l'Europe, elle jouait son rôle de médiatrice et de ramener au calme tous ces gens-là. Mais on va voir. Elle joue le rôle aujourd'hui de rabatteur pour Washington. Point barre. Ouais. Et du dollar. On va en parler donc avec nos auditeurs, Lucien. Oui, avec nos chers auditeurs, vous avez la parole au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour interpeller Florian Philippot, le président des Patriotes. Et on accueille Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Florian. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tout ce que nous vivons depuis quelques années est une véritable mascarade et nous sommes gouvernés par des imposteurs. Et cela me fait un peu sourire quand on traite M. Philippot d'extrémiste, que M. Philippot fait partie des gens extrêmement modérés, et c'est les gens qui se disent modérés qui sont extrémistes. On a vu ça depuis quelques années, qui c'est qui nous a enfermés, qui c'est qui a fait tout ce qu'il fallait. Pour que nous en arrivons aujourd'hui à ce stade-là. J'appelle souvent votre antenne, parce que vous, M. Berkoff, vous êtes un des rares qui dit ce qui se passe, qui enregistre toujours des gens, fait devenir toujours des gens intelligents, et Florian en fait partie. Je n'avais jamais pris de carte de parti politique de ma vie. Je n'avais jamais pris part pour un homme politique, et depuis 2 ans, je dois dire que je me suis inscrit aux Patriotes. Voilà, je me suis inscrit dans le mouvement de Florian Philippot. Et je remercie Florian, parce que je l'écoutais, puis je me suis dit, est-ce que je suis pas aussi un imposteur? Donc j'ai voulu aider Florian, donc j'ai pris la carte du parti politique. Nous avons fait des manifestations, des réunions, et chaque fois que Florian disait quelque chose qui allait se passer, sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, sur la guerre en Ukraine, sur Macron, sur Van der Leyen, sur Pfizer, c'est M. Bourla, on le traitait chaque fois de complotiste, parce que bon, c'est le point Goldwyn qu'on connaît bien. Oui. Mais non, ce n'est plus hitlérien ou hitléro-trotskiste, c'est complotiste, effectivement. Voilà, c'est complotiste, si vous voulez. Et pourtant, alors Florian passe pour... C'est ce que j'arrive pas... Enfin, c'est très difficile, je veux dire, dans un parti comme a fait Florian, c'est difficile, mais Florian est vraiment quelqu'un de modéré. Vous le savez, André. Et vous aussi, vous passez aussi pour quelqu'un d'extrémiste. C'est pas grave tout ça. Vous savez ce que disait. Je vous rappelle juste la phrase de Courteline: passer pour un idiot aux yeux de l'imbécile est une volupté de fin gourmet. Oui, je la connais. Tout ça n'est pas grave. Elle est énorme. Donc c'était pour remercier Florian. C'est pas Sud Radio, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute. Rejoignez Florian Philippot. Ah ben écoutez, voilà une publicité gratuite que vous offre. J'ai pas de part dans la société de Florian Philippot, c'est pas une société. On doit se rencontrer depuis pas mal de temps, et Florian Philippot, j'espère que ça se fera. Eh ben oui, il ira à Narbonne. Merci en tout cas Jean-Marc. Merci à vous. Je vous embrasse fort à tous les deux. Merci. Continuons de lutter. Une rapide page de pub et on revient avec vous, chers auditeurs, au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler, on attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Sud Radio, il est 13h45 et vous avez la parole au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler et on accueille Loïc de Lourdes. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour Florian Philippot. Merci de me donner la parole. J'aimerais, j'ai pas ajouté d'arguments, il y en a déjà assez, je trouve qu'on entend déjà assez depuis 3 ans, mais moi j'aimerais essayer de mettre l'accent sur quelque chose en fait de différent. Parce que je vous suis, Monsieur Philippot, sur votre chaîne YouTube, et ce que je constate, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, c'est pas une critique, que quand vous passez sur les plateaux télé, vous faites les mêmes erreurs, tous les mêmes erreurs. Vous avancez vos arguments contre ceux des autres, du coup rien n'avance. C'est un combat d'ego, chacun reste figé sur ses mêmes croyances et certitudes. Ne pensez-vous pas plutôt utile, au lieu de les bourrer d'informations, vrai soit-il, ou la meilleure façon d'ouvrir les yeux à quelqu'un n'est-il pas plutôt que de le garder d'informations, l'amener à réfléchir différemment,
plutôt que de le braquer, de l'énerver. Mais comment concrètement? Attendez Loïc, c'est intéressant ce que vous dites, mais vous dites bourré d'informations, mais il faut bien des arguments face à des arguments. Comment vous voyez les choses? Mais moi, en fait, comme je vois les choses, c'est plutôt, j'allais y arriver, en fait, parce que je me suis écrit un petit papier, parce que souvent, j'ai tellement de choses que je veux dire sur votre chaîne. Allez-y. Je ne suis pas très clair, en fait. C'est en les forçant à écouter notre vérité ou en les accompagnant à découvrir la vérité par eux-mêmes. C'est là la clé. Alors faisant un monologue étalant tout notre savoir, tout en insinuant qu'eux ne savent rien et que nous savons tout mieux que eux. C'est ça le problème central, en fait. C'est que quand on est là à bourrer nos arguments en face d'une personne, en fait, lui, ce qu'il ressent, c'est qu'on le rabaisse, que nous, on sait tout et que lui, sait rien. Du coup, il se braque. Pour moi, la solution est de l'amener en posant des questions. Comme j'avais fait sur votre plateau au début pour expliquer les masques, en disant les masques, trouvez-vous qu'ils sont utiles, sachant que les masques, le trou d'un virus respiratoire est plus gros. Bon, bref, comme j'avais expliqué. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'ai réussi à faire ouvrir. Oui, mais Loïc, je ne veux pas discuter avec vous. Mais là, vous aviez amené une info, justement. Vous aviez dit, attention, le masque ne sert pas à grand-chose parce que les millimètres ou millimètres, etc., vous voyez, vous avez apporté une info. C'est ça qui a fait aussi bouger. Mais oui, mais après, on peut en parler sur... En fait, le but, c'est de, quand on est face à une personne, c'est de l'amener à réfléchir en lui posant des questions. Au lieu de... Il faut changer la façon de l'aborder, en fait. Au lieu de lui dire tout ce qu'on sait, l'amener à dire lui-même ce que nous savons, en fait. C'est là qu'il va commencer à ouvrir les yeux, à prendre conscience, et c'est là qu'il va commencer à accepter après tous nos arguments. Ok Loïc, voilà ce que je voulais dire. On vous a entendu. Je sais pas si ça c'est clair. Non, c'est clair. Après, effectivement, c'est une question de stratégie, effectivement, et c'est très important. Lucien, qui a... Merci beaucoup Loïc. Et on va à Créteil, on accueille Nour. Bonjour Nouille. Oui, bonjour Nour. Oui, bonjour Monsieur Berka, bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous vous vexez peut-être, mais si vous êtes complétiste, c'en est deux, hein, d'accord? D'accord. Par rapport, vous avez parlé des dépositions, de tout ça. Franchement, sincèrement, Monsieur Berka peut être avec moi, des gars qui gagnent plus de 7 000 € par mois, franchement, que ces en foutent de la France. Mais alors attendez, moi je veux dire un truc, Nour. Moi j'ai constaté, alors je ne sais pas si la France... Vous pensez pas aussi, non, je ne crois pas du tout ça, parce qu'on se dit, s'il a 7 000, il y a des gens qui gagnent 3 000 € qui n'ont rien à foutre de la France aussi. Mais regardez en Amérique, par exemple, je vais vous donner deux exemples. On les aime, on les aime pas. Trump et Elon Musk, qui sont milliardaires, et bien ils en ont à foutre de l'Amérique. On les aime, on les aime pas. En tout cas, s'ils avaient envie uniquement de cultiver leur richesse, ils seraient chez eux dans leur jet privé, et qu'est-ce qu'il y en aurait à faire de s'emmerder avec la politique? Regardez ce qui est arrivé à Trump, ils l'ont fracassé, ils ont en tout cas essayé de le fracasser. Donc je ne crois pas du tout que honnêtement l'amour d'un pays est uniquement en fonction de ce qu'on peut gagner ou pas. Je crois pas à Nour. Je ne sais pas ce qu'en pense Florian Philippot. Oui, je pense comme vous, et je pense que les exemples américains sont très bons. Après, il y a d'autres problématiques sur les questions financières, on peut parler de plein de choses, mais en tout cas sur ce sujet-là, non, je pense pas que ce soit le clivage qui explique la chose. Je pense surtout que ces députés, qu'ils soient payés 5 000 ou 7 000 ou 10 000, leur problème, c'est qu'ils sont bien trop pris dans les jeux politiciens et les jeux de carrière, et que nous avons une classe politique dont le niveau s'est effondré. Et au-delà de ça, dont la conscience des grandes valeurs qui devraient être les nôtres, c'est-à-dire simplement l'amour du drapeau. Enfin, quand on s'engage pour son pays, c'est ça la politique, c'est s'engager pour sa cité, pour son pays. Qu'est-ce qu'on doit demander d'abord, avant tout, à un responsable politique? Qu'il aime son pays. Premièrement, donc qu'il aime son drapeau, qu'il aime son peuple, c'est ça que doivent exiger d'abord et avant tout les Français. Et les Français devraient être un peu plus perspicaces, si je peux me permettre. Je ne veux pas faire la leçon, mais quand même, en essayant de détecter les imposteurs, les intrus, ceux qui sont là juste pour la carrière, peut-être justement là pour les 7 000 balles par mois, effectivement, ceux qui sont là simplement pour le titre, les honneurs, etc. Ça se détecte assez facilement quand même. Je vais vous dire, quand vous écoutez vraiment quelqu'un, vous voyez s'il ment ou s'il est sincère. Je voudrais juste rebondir sur l'histoire de l'Ukraine dont on parlait juste avant. J'ai oublié de le dire, nous faisons une grande marche nationale pour la paix le dimanche 12 février. Rendez-vous à Paris, 14h, d'Enfer Rochereau. Et devant toutes les mairies de France, à 14h, un rassemblement pour ceux qui ne pourront pas venir à 14h à la marche pour la paix. C'est extrêmement important, et j'adresse ce message à toutes les forces de paix, quelles qu'elles soient, pas que politiques. Toutes les forces de paix et de résistance doivent s'unir, parce que la situation est vraiment, vraiment grave. Nour, vous vouliez ajouter quelque chose ?
désolé de prendre l'antenne. Vous avez invité M. Olivier Delamarche hier et j'ai adoré votre question parce que vous l'avez appelé par rapport aux retraites et vous lui avez posé une question. Mais alors là, je jubilais, je suis taxi, hein, je raconte ça à tous mes clients, ils sont fiers. Pourquoi les gens manifestent pour la retraite? J'ai 64 ans, hein, j'ai même pas pensé. L'inflation, le gasoil et tout ça, et des gens s'en foutent. Dernier truc, Monsieur Berkoff, vous êtes libre, c'est votre antenne, c'est votre travail, c'est tout ce que vous voulez. Si ça vous dérange pas, essayez d'inviter Madame Anne-Marie Lacroix. Elle a à nous dire sur l'Ukraine. Elle a à nous dire sur l'Ukraine, elle a à nous dire sur la France. D'accord. Merci, Nour. Merci, Monsieur Philippot. Merci à vous. Merci, à bientôt. Nour. Et on accueille Gilbert d'Argelès-sur-Mer. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour, Monsieur Philippot. Bonjour, monsieur. Comme je suis un peu visionnaire, en toute modestie d'ailleurs, comme Marine Le Pen a un boulevard pour devenir présidente de la République en 2027, voire avant, je voudrais savoir si Madame Le Pen lui propose éventuellement un ministère. Monsieur Philippot, répondrez-vous positivement? Et dans ce cas, dans quel ministère se sentirez-vous le mieux? Florian Philippot, ministre. Non, mais j'ai aucune opposition de principe. La question, c'est sur quel programme? C'est tout. Vous imaginez bien que c'est uniquement sur quel programme de gouvernement. Je n'ai aucune opposition de principe. Si je peux aider à servir mon pays à sa renaissance, au bon sens du terme, sa résurrection, on va dire, parce que renaissance aujourd'hui est préemptée malheureusement, je le ferai, mais sur quel programme? Voilà. Si c'est pour continuer la politique actuelle dans la CEDH, dans l'Union européenne, dans l'OTAN, avec M. Zelensky et Pfizer et McKinsey, non. Si c'est pour faire vraiment une rupture, et même si ça ne correspond pas à 100% de ce que je veux faire, parce que je suis quelqu'un de pragmatique et de réaliste, bien sûr. Merci Gilbert, merci Julien. Je crois que nous avons Julien Lucien qui nous attend. Bonjour Julien, on ne me l'a pas transmis, mais ça arrive. Bonjour Julien, merci de nous écouter. On vous écoute. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Philippot. Bonjour Monsieur. Alors déjà Monsieur Berkoff, merci pour tout ce que vous faites depuis maintenant 2-3 ans, parce qu'on subit une vraie censure de partout et félicitations et merci vraiment pour amener un débat dans ces sociétés. Merci à vous, merci à vous de nous écouter. Alors, dites-moi, je voulais revenir rapidement sur la notion de colonie, que nous sommes désormais une colonie. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça, on est même pour moi la colonie des États-Unis, pour être précis. Et je voulais vraiment très rapidement, pour moi, l'Union européenne est déjà morte. Dans le sens où je pense qu'on va vers une dédollarisation du monde. Et donc, l'euro étant affilié actuellement au dollar, je pense que l'euro peut aussi s'effondrer. Et donc, je voudrais revenir là-dessus avec M. Philippot. Déjà parce que, en fait, j'ai pas bien entendu quand il a expliqué si c'était possible réellement ou pas de revenir au franc. Et ensuite, dans le cas où on reviendrait au franc, serait-il possible de faire donc, pourquoi pas, alliance avec les BRICS, en fait, qui vont mettre un nouveau système monétaire en place? Oui, ça a commencé. Et dans ce cas-là, quelles seraient, nos ressources naturelles pour pouvoir prétendre à avoir une monnaie décente? Je voulais savoir où on en était par rapport à notre stock d'or, notamment. Très bonne question, Julien. Florian. Là, d'abord, la question de la dédollarisation, je crois que c'est le nœud de la guerre en Ukraine. Oui, c'est la raison pour laquelle les Américains ne veulent et ne peuvent pas perdre cette guerre, mais la Russie non plus ne peut pas perdre la guerre. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir changer de stratégie. Parce qu'ils savent que Russie, Chine et les BRICS, comme vous dites, sont en train de préparer un autre système financier et monétaire international qui leur enlèvera leur seul avantage, qui est le dollar. Parce que l'économie américaine est ultra endettée, ultra désindustrialisée. S'ils n'ont plus ce privilège exorbitant du dollar, comme on dit, ils sont nus, ils sont à poil. Ils sont foutus. Mais est-ce qu'on peut faire donc justement un retour au franc par rapport à ça? Bien sûr. Ouais. Alors évidemment, dans ce cas-là, nous avons intérêt à quitter le navire le Titanic avant qu'il ne sombre totalement. Bien sûr. Donc oui, nous pouvons et nous devons récupérer une monnaie nationale. Et il y a, vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué, mais il n'y a aucune crainte à avoir, ni sur l'épargne, ni sur la dette. Je le dis d'abord, il y a un principe de droit international qui est la lex monetae.
je le dis, on convertira simplement en nouvelle monnaie nationale, puisque nos contrats de dette sont à 99% des contrats nationaux, donc il n'y a aucun problème, tout est prévu. Ça a été travaillé bien mieux que moi par Jacques Sapir, l'économiste, par Philippe Murer et d'autres, qui ont fait le boulot. Il y a des études très précises, il y a des prix Nobel qui ont travaillé beaucoup là-dessus, donc il n'y a aucun problème à avoir une monnaie nationale. Le problème, c'est l'euro, hein. C'est pas la monnaie nationale. Et je redis quand même que 95% des pays du monde, aujourd'hui, y compris sur le continent européen, ont leur monnaie nationale, et ça se passe très bien. Et la plupart sont des pays plus pauvres que la France. Donc il n'y a rien à craindre là-dessus. Enlevez-vous ça de la tête. Ayez confiance dans votre pays. Notre crainte, c'est l'euro. C'est ce système-là qui nous broie et nous désindustrialise et nous met en dépendance politique, en situation de colonie depuis 20 ans. Quand vous ne gérez pas votre monnaie, vous ne gérez pas votre État. C'est pas qu'une question économique, c'est une question fondamentalement politique. Voilà. Et la troisième question, notre stock d'or a été vendu pour 300 tonnes par Sarkozy. Ça, c'est une de ces nombreuses trahisons avec le traité de Lisbonne et la Libye, par exemple. Donc, il faut arrêter de le vendre. On ferait mieux d'en acheter comme le fait la Chine en ce moment, bien évidemment. Et notre ressource naturelle principale, on n'en a pas beaucoup en France, mais notre ressource principale, c'est nous-mêmes, c'est notre histoire, c'est notre langue, c'est notre culture, c'est nos 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, c'est notre outre-mer magnifique et résistant. C'est ça notre ressource naturelle principale. Ressources humaines, ressources naturelles. Vous ferez ressources historiques, ressources culturelles. Un très bon DRH, un vrai DRH national, Florian Philippot. Merci à vous et merci aux auditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup, chers auditeurs. C'était le face-à-face du mercredi 1er février avec Florian Philippot, le président des Patriotes. À tout de suite sur Sud Radio avec l'émission de Brigitte Lahaye.